Le Mali au cœur de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président de la République par intérim s'est adressé plus d'une vingtaine de minutes à la conférence pendant lesquelles le professeur John Kounda Traoré a parlé avec son cœur de la crise qui traverse notre pays. Les Maliens de France unis derrière l'armée nationale et ses alliés, ils étaient plus d'1 million à manifester hier dans les rues de Montreuil. Tous scandaient leur fierté et leur appartenance à la patrie malienne. Ils sont en quart de finale. Les Aigles du Mali ont reçu leur ticket ce soir en faisant un match nul 1-1 avec la RDC. Retour sur les temps forts de la rencontre dans cette édition. Après une telle victoire, je crois qu'on peut dormir tranquillement sans ronfler. Le ronflement, justement, c'est le sujet de la chronique santé. Quand on ronfle en dormant, on ne se repose pas à 100% avec des conséquences sur le corps humain à découvrir en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. D'abord, direction Addis Abeba où se poursuivent les travaux du 20e sommet de l'Union africaine. Un rendez-vous auquel prend part le président de la République, professeur John Kounda Traoré. Une journée historique pour notre pays. Le président John Kounda Traoré a fait une adresse à la conférence qui a fait le point de la crise et les perspectives de sa résolution. Son allocution qui a duré plus d'une vingtaine de minutes a permis aux chefs d'État africains et aux partenaires de se faire une opinion sur la situation, une intervention qui a soulevé une vive émotion au sein de l'assistance dans une séance à huis clos. Envoyés spéciaux Adama Kawara et Omodibo Mariko. Plus qu'un discours, c'est un véritable plaidoyer aux allures de clarification que le président de la République par intérim a fait au cours de cette séance à huis clos à l'endroit de ses pairs. Pour le président John Kounda Traoré, le Mali est arrivé à ce qu'il a appelé l'infortune en 2012. Pendant qu'il y avait des agresseurs indépendantistes au nord, le sud vivait une crise institutionnelle sans précédent. Mais un peuple de la grandeur du nord peut courber l'échine, mais ne tombera jamais, car à l'heure où nous sommes, la paix a changé de camp. Malheureusement, certains choisissent ce mois pour crier à la croisade. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir demandé leur concours, mais en vain. Qu'on nous dise pourquoi personne n'a entendu ces voix au moment où le Mali, pays musulman à 95%, avait besoin de la compassion et de la solidarité de ses frères en islam. Qu'on nous dise où étaient les donneurs de leçons qui n'ont pas entendu les sanglots de la petite Aïcha violée, comme beaucoup d'autres, sous la menace des armes. Qu'on nous dise où étaient ces donneurs de leçons le jour où un couple victime d'une justice inique et expéditive était lapidé à mort, soi-disant pour adultère. Où étaient donc ces voix lorsqu'à Guelok, des soldats de l'armée régulière malienne étaient égorgés par dizaines voici un an? Qu'on nous dise, comme l'ont rappelé les ulémas de notre pays, dans une belle unanimité, où étaient ces donneurs de leçons, quand par milliers, les Maliens étaient jetés sur les roues de l'exil et de la privation, de la misère et de la désolation. Où étaient-ils, ceux qui crient aujourd'hui à l'Holocauste, quand les conquérants de leur justice humiliante et mutilante coupaient les bras de notre jeunesse, détruisaient les écrans de télé, écrasaient les écouteurs de téléphone et décrétaient même que le football était haram? Qu'on n'ajoute pas de grâce l'injure à la blessure. Le Mali, selon le président, ne mérite pas cela car, dit-il, nous sommes un pays de tolérance et de paix. Pour ceux qui en doutent encore, notre pays est bien en guerre. Mais quelle guerre? Nous ne sommes pas en guerre contre l'islam. Nous sommes en guerre contre le terrorisme qui prospère de la vente d'otages innocents et des ristournes de la drogue. Nous sommes en guerre pour notre existence. Nous sommes en guerre contre l'obscurantisme. Nous sommes en guerre contre un projet d'arriération imposé à une terre qui est un creuset de civilisation. Pas d'amalgame, dit le président Traoré, car le gouvernement du Mali ne tolérera pas les exactions. Bien qu'on soit en conflit, notre pays prépare déjà l'après-guerre. À la communauté internationale d'avoir confiance, il y aura bien un dialogue intermalien.
Mais le dialogue intermalien n'aura vocation ni à confesser, ni à charger. Pour la stabilité de notre pays et la dignité de ses enfants, nous ne saurions donner de traitement préférentiel à aucune ethnie en particulier, ni stigmatiser de groupes spécifiques. Qu'on nous fasse seulement confiance, car les Maliens sont les premiers à comprendre jusqu'où la réconciliation est impérative pour la survie de chacune de leurs communautés et de l'ensemble national, sans distinction d'ethnie. Du dialogue intermalien, dont les animateurs sont en train d'être repérés pour leur sagesse et leur lucidité, il est entendu tout simplement qu'ils mènent les Maliens, sans distinction d'ethnie, de sexe, d'âge et de religion, vers le même but et vers la même foi. Le pays reviendra très bientôt prendre sa place dans les concerts des nations et n'oubliera jamais ce que les autres ont fait pour lui. Déjà, les premiers mots de remerciement vont à ceux qu'il a appelés les avocats passionnés de la cause malienne, comme le président Yahya Bouni, Alassane Dramane Ouattara, Blaise Compaoré et Goodluck Jonathan. Il n'a pas oublié les pays qui ont envoyé des soldats combattre aux côtés de notre armée et ceux qui s'apprêtent à le faire. Mention spéciale a été faite à la CEDEAO, à l'UA et à la France, qui considèrent que leur solidarité envers notre pays a valeur de pacte de sang. Et nous avons ce communiqué par décret numéro 048 PRM du 25 janvier 2013. Monsieur Boubacar Sow, administrateur civil, précédemment secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, est nommé directeur de cabinet du Premier ministre avec rang de ministre. Place de la République, l'ambassadeur du Maroc et celui de la France ont été reçus successivement en audience par le président de l'Assemblée nationale. Deux audiences qui interviennent à la veille du passage de la feuille de route de transition devant les députés. L'issue d'audience est avec Aoui Touré. Comme il fallait s'y attendre, la situation de guerre a dominé les deux audiences. Le Maroc, dès la première heure, a fait public son soutien au Mali face aux mouvements séparatistes menaçant la paix et la sécurité et du Mali et du Sahel. Le Maroc est très attaché à l'unité du Mali. Le Maroc a fait preuve de beaucoup de solidarité avec le Mali sur tous les plans. Et la dernière, vous vous en rappelez, c'était à l'occasion du vote de la résolution 2085. Le Maroc était président du Conseil de sécurité, donc, et nous avons fait le maximum pour que le Mali puisse tout simplement avoir les moyens, disposer des moyens de réintégrer les régions du nord du pays et reprendre le processus démocratique normal du pays. Et pour qui connaît l'histoire de Tombouctou, Alassane Nasri ne pouvait que réagir face à la libération de la ville africaine mondiale de Tombouctou. Tombouctou, c'est très mythique, c'est très symbolique pour nous, pour vous, pour, je crois, l'ensemble des musulmans du monde. La France, en première ligne de cette guerre, bénéficie du soutien total des autorités, des institutions et du peuple malien. Pour l'ambassadeur de France, les choses sont dans une progression normale. Le président a souhaité me rencontrer pour m'exprimer les remerciements de l'Assemblée nationale, de son bureau en particulier, pour l'action que la France mène actuellement au Mali en réponse à l'appel du président Traoré et en soutien de l'armée malienne. Donc je suis bien sûr très, très sensible aux remerciements que le président m'a adressé, obtenu la libération de Gao. Maintenant on est sur l'objectif Tombouctou. Je crois que ce qui est important effectivement, c'est que on progresse méthodiquement et ce qui me fait le plus plaisir, c'est les scènes de liesse de la population qui, pendant de longs mois, trop longs mois, a subi les exactions des groupes terroristes. Je comprends qu'elle ressente de la joie. Ce que j'espère surtout, c'est que dans cette joie, elle ne sera pas ternie par des actions peut-être excessives. Je crois qu'il faut travailler dès maintenant à la reconstruction du Nord Mali au fur et à mesure où les villes sont libérées, qu'on s'inscrive dans une perspective de dialogue, de reconstruction et de réconciliation. Demain, ils seront nombreux, les diplomates, à être présents à l'hémicycle pour l'examen de la feuille de route de la transition.
Oui, comme elle vient de le dire, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière se tiendra le mardi 29 janvier 2013 à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta, conformément au décret numéro 2013-061 PRM du 25 janvier 2013 portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le projet d'ordre du jour porte sur l'examen du projet de feuille de route pour la transition politique. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. La libération du septentrion malien continue à un rythme soutenu. Après Gao, c'est Tombouctou qui a été libéré ces dernières 24 heures. Avec la cité des 333 saints, les habitants d'autres localités savourent à nouveau la liberté. Fini les exactions, les brimades, c'est le cas à Niafunké où les forces françaises et maliennes sont passées avant d'entrer à Tombouctou. Pour en parler, nous avons pu joindre au téléphone un habitant de cette localité. C'est Cheikh Diakité, responsable d'une radio de proximité de Niafunké. C'est la joie dans la localité. Il est dit au micro de Tchessira Damili. C'est la joie, c'est tout un peuple qui retrouve vraiment tout le bonheur qu'ils attendaient depuis quelques mois. Depuis samedi matin, les enfants ont commencé à recevoir des informations à partir des véhicules foraines qui quittent les rails en direction de Niafunké pour la foire de Tonka dimanche. Donc les premières informations de la libération donc, des villages du sec de Niafunké ont commencé à tomber ici à Niafunké samedi 15h. Et depuis samedi 15h, les drapeaux vert jaune rouge du Mali, les drapeaux bleu blanc rouge donc de la France ont commencé à défiler dans toutes les rues de Niafunké et quelque peu également au niveau du grand marché de Niafunké. C'était de la musique du jamais vu, du jamais entendu, qui avait commencé d'abord à inquiéter les notables qui se disaient qu'attention, il faudrait rapidement essayer de voir qu'est-ce que c'est cette situation afin de ne pas créer donc des problèmes aux populations. Entre samedi et dimanche, c'est l'euphorie, c'est la joie, c'est également le bonheur dans le secteur de Niafunké et précisément dans la ville de Niafunké en ce moment où je vous parle. Cela veut dire que vous étiez aussi sous occupation, il y avait une présence aussi des terroristes à Niafunké. Il n'y avait plus de musique. On a commencé par une occupation donc, du MNLA et quand le MNLA a passé ici donc, dans la ville de Niafunké où ils avaient fait appel donc, à l'ensemble des populations pour leur expliquer pourquoi ils étaient là et également leur donner quelques interdits. Les radios étaient d'abord interdites de diffuser des musiques bambara. 2 mois plus tard, quand Amsabdine est arrivé et Amsabdine quand ils sont arrivés, ils ont commencé par interdire aux radios les musiques. Donc il n'y avait plus de compte. Vous savez, chez nous, dans les villages, dans les fractions, dans les petites villes donc, du Nord, les gens adorent les contes et autres là, donc les radios, et ça c'était interdit. Au niveau du marché, aucune femme ne pouvait sortir sans être voilée. Comment vous faites avec cette liberté de trouver? Tenez-vous bien, hier soir, il y a eu une soirée dansante ici à Niafunké. En ce moment, les gens sont en train de regarder également. Les téléviseurs sont sortis dans les carrés pour regarder le match Mali-RD Congo qui se passe très bien. Il n'y a plus d'interdit, c'est la liberté totale. Et puis hier soir, les radios de proximité du secteur de Niafunké relaient les informations donc de l'ORTM, les captent à partir des petits postes de rediffusent et ensuite les animateurs commencent donc à dire aux populations attention, ne faites pas d'amalgame, attention, il faut suivre telle consigne donnée par l'État malien. Voilà, on avait plutôt Cheikh Maïga et Nodjakité au bout du fil. Tombouctou libéré donc, sentiment de joie, de fierté, de soulagement, surtout pour le premier élu de la région. Il s'agit du député de la ville, honorable Baba Dissandi Aïdara. Il nous livre ses impressions au micro de Aoui Touré. L'attente est qu'aujourd'hui, le Tombouctien, l'appel que nous avons lancé, ne tentez pas de vous faire justice. Évitez d'essayer de provoquer. Tous ceux qui vous ont fait du mal seront punis demain par la justice malienne et par la justice internationale. Évitez la provocation. Ils sont partis, vous les avez connus. Personne ne peut s'infiltrer et surtout ce que tout le monde pense, ils vont changer de tenue. Et les Tombouctiens ont eu le temps de connaître les hommes pendant 9 mois. Personne ne peut se cacher dans la population au nom d'eux. Et ça, cette impunité, on ne le pardonnera à personne, on corrigera tout le monde et tout fautif paiera au nom de sa faute. Ça, c'est la première chose. Nous aurons joué le rôle en tant qu'élus pour que les populations puissent continuer à vivre ensemble sans mélanger. Le mot est revenu plusieurs fois. Je vais le dire aussi, il ne faut pas faire d'amalgame entre l'innocent et le coupable. Le dernier, c'est la communauté internationale, ce que nous attendons. Il y a 2 guerres. La guerre pour le Mali, pour libérer le territoire du Mali. Et ça, il faut le faire jusqu'à la frontière. Jusqu'à Kidal, à Gelhok, Tessalit, il faut laver la front.
faut y aller. La deuxième guerre, c'est la guerre maintenant de la communauté internationale contre le terrorisme. La ville de Gao est aussi libérée, vous le savez déjà, explosion de joie de la population qui est sortie massivement pour accueillir le chef de commandement des opérations, le colonel-major Didier Dako. Il était accompagné du maire de la ville, Sadou Aruna Diallo, qui retrouve les siens. Retrouvant nos envoyés spéciaux à Gao, Moussa Arimaïga et Aliou Touré, ils nous livrent ces moments d'allégresse, de liberté d'une population qui a longtemps attendu cette heure de délivrance. Depuis ce samedi, la ville de Gao est donc sous contrôle des forces armées maliennes avec leurs alliés. Et pour le colonel Didier Dako, la ville est sous contrôle. Le Gao est complètement libre, sous le contrôle des forces à Gao, qui ne sont pas seulement des forces maliennes, il y a aussi des forces françaises, des forces tchadiennes, comme je le disais, et des forces nigériennes. Gao est libéré et je suis venu rendre hommage à nos ancêtres. Je suis venu rendre hommage à nos ancêtres. Le Mali est un pays béni. Sentiment de fierté et sentiment de devoir accompli. Pour la jeunesse de Gao, mobilisée pour savourer sa victoire et la liberté au nom du Mali contre le terrorisme international, quand un homme refuse, il dit non. Voilà, les scènes de joie d'une liberté retrouvée, ce n'est pas seulement au Mali. Plus d'1 million de Maliens de France ont manifesté hier dans les rues de Montreux leur gaieté. Une seule phrase on attendait, vive l'armée malienne et ses alliés dans la reconquête de l'intégrité territoriale du Mali. Par ailleurs, les manifestants ont mis un accent particulier sur les exactions commises sur les populations du Nord pendant les 9 mois d'occupation. Le reportage de Maganfi Konaté depuis Paris. La paix, la réconciliation, le dialogue inclusif, voilà le slogan de cette manifestation qui aura mobilisé plus d'1 millier de Maliens dans les rues de Montreux. C'est pour la paix au Mali. Voilà. Un message de paix. On veut la paix partout dans le monde, là où elle se trouve. Ce combat, c'est bien le combat des amoureux de la démocratie, des amoureux de la paix. C'est pas le combat des Maliens seulement. Message de solidarité avec le peuple malien qui puisse retrouver sa dignité, l'intégrité territoriale et une vraie démocratie, un vrai développement pour ce pays qui le mérite. La paix, la paix, la paix. Après 2 heures de marche, une motion a été remise au consul du Mali à Paris. Le 17 janvier 2012, le MNLA et M. Ibrahim Agmohamed Assalé, député déserteur, attaquent la base militaire de Ménéka. Du 18 au 24 janvier 2012, la ville d'Aguelok est attaquée par le MNLA, dont plus de 150 militaires et civils seront égorgés vifs. Après le coup d'État du 22 mars 2012, les 3/4 de notre Mali seront occupés par le MNLA et ses complices terroristes barbares et criminels. AQMI, Moudjao, Boko Haram et Ansar Dine. Après 10 mois de négociations, ces envahisseurs ont décidé de conquérir le reste du Mali. Le MNLA et ses complices sont responsables des exactions et des violences gratuites sur les populations civiles et militaires. Viols, flagellations, enrôlement d'enfants soldats, amputation, destruction des sites touristiques, des écoles publiques, des banques, etc. La communauté malienne de France et franco-malienne de France, estimant que dans le cadre d'une réconciliation, toutes les populations, les élus, les déplacés et les réfugiés doivent être au cœur d'un processus de négociation globale.
Après les remerciements de Mangal Traoré, consul du Mali à Paris, les manifestants se sont quittés sur les paroles de l'hymne national. Et les messages de soutien à l'armée nationale continuent de nous parvenir ici à Bamako, à notre rédaction. L'association citoyenne et démocratie au Mali, le Parti africain pour le renouveau et l'intégration Paris, l'association d'appui aux femmes rurales du Mali, Afroma, l'Alliance malienne pour la démocratie et le progrès, AMDP Faso Nieta, le cercle de réflexion des jeunes pour le développement de la commune de Taboy, l'association des enseignants communautaires du Mali. Tous soutiennent et félicitent les forces armées maliennes ainsi que leurs alliés pour leur bravoure et leur détermination dans la libération des zones occupées. L'actualité, c'est aussi la tenue à Caille d'une conférence de presse du comité régional de crise. Objectif, échanger avec la presse sur la composition et le travail du comité. La rencontre a aussi porté sur la situation sécuritaire dans la région, l'état d'urgence, le rôle de la presse et de la population dans la gestion de cette crise. Jafar Haïdara, correspondance. Cette conférence de presse tenue par le comité régional de crise avait pour objectif d'expliquer l'état d'urgence et informer la population sur la situation sécuritaire et sur le travail du comité régional de crise. Selon le gouverneur de Caille, seules les autorités administratives et politiques ne peuvent pas travailler sans l'appui de la population et de la presse qui ont un grand rôle à jouer dans la gestion de cette crise. J'ai toujours dit, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en première ligne que nous devons nous sentir complètement en sécurité. Le comité a décidé de mettre en place un numéro vert. Le comité a mis en place des moyens pour permettre aux forces armées de sécurité de procéder à des patrouilles nocturnes tous les jours dans Caille et autour de Caille, et par intermittence des patrouilles jusqu'au long des frontières. Cette conférence était l'occasion pour le commandant de zone de faire le point de la situation sécuritaire de la région et rassurer la population que nos forces armées de sécurité maîtrisent la situation. Il a demandé à la population de ne pas prendre en compte les rumeurs et d'éviter l'amalgame. Nous avons mis en place aussi un CO, un centre des opérations. Et dans le centre des opérations, nous sommes définis les missions que nous devons accomplir au niveau de la région de Caille pour défendre toute la région. Nous appelons la population de Caille de contribuer par rapport aux informations. Au cours de cette conférence de presse, le directeur de cabinet du gouverneur a fait la situation des dons pour l'armée et de nouveaux dons ont été reçus par le comité régional de crise. Ces dons ont été faits par les collectivités, les ressortissants de Kenyeba à Caille, le patronat de Caille, l'ASACO du Kasso et 6 000 litres de gazole offerts par la direction régionale de l'INPS de Caille pour sa contribution. D'une conférence de presse à une autre, celle-ci était organisée par le collectif des associations de développement des cercles du Sahel occidental et du district de Bamako. Objectif, soutenir et encourager les forces armées de sécurité dans leur effort de libération des localités sous occupation. Le collectif a invité ses membres à apporter leur contribution afin de participer à l'effort de guerre. Adama Djimdi. La situation de guerre qui vit notre pays exige une mobilisation à tous les niveaux. C'est le sens de l'engagement des membres du collectif des associations de développement des cercles du Sahel occidental et du district de Bamako. Ces derniers ont opté pour des instructions fermes à travers une motion de soutien. Le collectif rappelle aux parents des cercles de Nyono, Kemassina, Banamba, Nara, Djema, Nyoro du Sahel, Caille, Yélimane du district de Bamako, les consignes de vigilance et de communication qui leur ont été prodiguées lors des assemblées générales organisées avec elles courant juillet-août 2012. Le collectif engage ses ressortissants à apporter le plus tôt possible leur appui matériel et ou financier à nos forces armées et de défense. Les membres du collectif ont invité les populations des cercles concernés à éviter tout amalgame et à signaler tout individu suspect aux forces de sécurité. Ce regroupement qui œuvre pour la promotion de la paix s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Mobiliser les ressources et rechercher les financements pour l'exécution des programmes et projets de développement. Drainer l'épargne des ressortissants du Sahel occidental émigrés aux fins d'investissement. Le collectif a réitéré tout son soutien à l'armée pour la libération des zones occupées.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré ce matin le bureau de l'Union nationale des enseignants retraités de l'éducation. Au centre des discussions, les difficultés liées à l'administration d'une éducation de qualité, d'une recherche de haut niveau. C'était au siège de l'UNEREC. Alucine Touré, reportage. D'entrée de jeu, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait savoir à ses interlocuteurs ses véritables ambitions en matière de promotion de l'éducation et de la recherche scientifique au Mali. Je suis venu vous demander votre adhésion à ce qui me paraît être un axe primordial de l'enseignement supérieur. Il s'agit de la recherche scientifique et technologique qui me semble être le parent pauvre de notre école supérieure. Je veux dire qu'aujourd'hui, la recherche scientifique me semble être le challenge le plus important qui m'attend et auquel je vais me dédier. L'Union nationale des retraités de l'éducation a de son côté offert au ministre sa disponibilité à aider à l'émergence d'une éducation de qualité. Mais les retraités de l'éducation n'ont pas manqué d'énumérer les véritables entraves à une telle entreprise et les moyens d'y parvenir. Nous avons craint et nous craignons encore comment arriver à développer la recherche scientifique au Mali quand il n'y a pas d'argent pour les chercheurs, quand il n'y a pas de bibliothèque, quand il n'y a pas de laboratoires bien garnis, quand les enseignants ne sont pas dans les bonnes conditions de travail. Alors là, la recherche peut beaucoup retarder. À cet effet, nous avons demandé au ministre de voir au niveau du gouvernement si on peut créer un fonds de recherche comme le fonds forestier existe. Les deux parties se sont promis de se rencontrer à chaque fois que de besoin. Le laboratoire central vétérinaire a produit en 2012 près de 26 millions de doses de vaccins, un chiffre qui n'a pas été atteint depuis 4 ans, sans compter sur la crise de 2012 qui a eu des répercussions sur l'exécution du budget de la structure, un budget exécuté seulement à 69,34%. Ces révélations ont été faites à l'ouverture des travaux de la 28e session du conseil d'administration du laboratoire. Pour 2013, les administrateurs chiffrent le budget de cet établissement public à caractère administratif à 1 milliard de francs CFA. Mohamed Jara. Voici une structure de référence en matière de promotion de la santé animale, le laboratoire central vétérinaire LCV. La preuve, il a produit près de 26 millions de doses de vaccins, toutes catégories confondues, soit un taux d'exécution de 100,7% par rapport aux missions assignées à la structure. Un chiffre jamais égalé depuis 4 ans maintenant, ce qui explique d'ailleurs la satisfaction d'un membre de la 28e session du conseil d'administration du laboratoire central vétérinaire. De même, les ventes de vaccins en 2012 qui s'élève à 22 147 200 doses, reste nettement supérieure à celle des 4 dernières années. S'agissant des activités de diagnostic, un total de 2330 échantillons, toutes institutions confondues, ont été analysés. Ce nombre reste supérieur à celui de 2011. Malgré cette embellie, la structure dresse un tableau sombre, surtout dans la recherche. Celle-ci a connu une baisse due à la crise et au gel des financements par les partenaires au développement. En clair, le budget 2012 du LCV a été exécuté seulement à 69,35%. S'agissant du budget 2013, les administrateurs le chiffrent à 1 milliard de francs CFA. Le budget 2013 est un budget suffisant qui est de l'ordre d'1 milliard de francs CFA. Donc un budget qui nous permet vraiment de mettre en éducation nos objectifs et nos missions qui nous sont assignés. Autre dossier non moins important qui a marqué les esprits au cours de cette session, c'est bien le problème foncier auquel le laboratoire est confronté depuis des années. Le domaine foncier est un domaine très sensible. Le laboratoire central vétérinaire est une institution de recherche qui cohabite avec des populations à côté. Donc il se trouve que à un certain moment donné de son existence, une partie de ce laboratoire a été affectée pour le déguerpissement de la population. Et c'est cette même partie qui a été de nouveau réaffectée au LCV pour pouvoir répondre aux différentes missions de ce laboratoire. Le laboratoire central vétérinaire a 36 ans d'existence. Il est le fruit de la coopération entre le Mali et les États-Unis.
L'école fondamentale de Djangoula à Kita porte désormais le nom du professeur Cheftel. La réalisation de 3 nouvelles salles de classe de la cité des enseignants et de latrines dans la commune de Benkadi-Founia a coûté environ 22 millions de francs CFA aux donateurs. Envoyés spéciaux à Kita, Amissa Kamara et Agibou Koulibaly. Le joyau qui vient d'être inauguré est le fruit d'un long partenariat entre l'ONG Nyata Mali USA et l'Association pour le développement de Djangoula. Nous, les élus de Kita, nous sommes vraiment satisfaits et même très satisfaits du climat de collaboration qui règne entre autorités communales et autorités scolaires. Cette cérémonie est certes modeste, mais elle est pleine de signification, car elle révèle pour nous, pour l'école malienne, un pas très géant dans l'accès, la fréquentation et le maintien des enfants. Les partenaires du village de Djangoula sont déterminés d'accompagner la commune rurale de Benkadi-Founia pour que les enfants de cette localité puissent avoir accès à une meilleure éducation. Ce jour voit la remise des clés de 3 salles de classe, un logement pour les personnels enseignants et des latrines au village de Djangoula et au-delà à toute la commune de Benkadi-Founia. En baptisant cette école à mon nom, à savoir École Paul Cheftel, vous me faites un grand honneur. Aux écoliers de cette école, je suis très fier de vous et je vous encourage à travailler sérieusement. Si vous vous accrochez, vous persévérez et petit à petit, pas à pas, vous obtiendrez ce que vous cherchez. Pour lier l'utile à l'agréable, une course organisée à l'intention des femmes de Djangoula a permis à certaines d'entre elles de bénéficier de cadeaux. En marge de cette inauguration de salle de classe, l'ONG Nyata Mali USA a octroyé une machine multifonctionnelle aux femmes de Djangoula. Elle compte dans les jours à venir construire un second cycle pour les enfants du village de Djangoula. Sport Cannes 2013, ça y est, les Aigles du Mali se sont qualifiés pour les quarts de finale en faisant match nul, 1 but partout avec la RDC. De l'autre côté, c'est le Ghana qui a battu le Niger 3-0. Assassou Maré nous en parle. Voilà, et par rapport à la qualification des Aigles, ce message du président de la République par intérim d'Addis Abeba, d'où j'ai suivi votre prestation. Je vous félicite pour votre qualification au quart de finale de la Cannes 2013 et vous encourage à aller plus loin, toujours plus loin pour la gloire du Mali. Comme nos troupes qui se battent au nord, vous incarnez l'espoir du Mali qui veut gagner et qui peut gagner. La nation tout entière se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne performance dans la combativité, mais dans le fair play. Nous pensons à vous, nous sommes avec vous. Addis Abeba, le 28 janvier 2013, John Koula Traoré, président de la République par intérim. Et je vous informe que vous pourrez suivre en différé le match Niger-Ghana après le journal de la CAN. Place à notre rendez-vous santé du lundi. Nous allons parler ce soir du ronflement quand il est chronique. Il peut causer beaucoup de problèmes, notamment au sein du couple, la somnolence au bureau et au volant pour les conducteurs, la baisse de productivité, le problème d'oxydation du sang du sujet. Alors, si vous connaissez un parent qui ronfle en dormant ou c'est vous-même qui ronflez, eh bien, le sujet de Focus Santé vous parle ce soir, une réalisation de Tchessera Dabi. Le ronflement est un bruit émis par un sujet en plein sommeil et qui est dû à la vibration des muscles du pharynx. Il peut être occasionnel ou chronique et nécessiter un traitement adéquat. Dans le contexte malien, le ronflement est un signe de bon sommeil et il n'est considéré comme problème que pour celui qui dort à côté du ronfleur. Pourtant, il peut être observé aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Ça peut être dû chez l'enfant, par exemple, une augmentation du volume des amygdales ou des végétations adénoïdes. Donc ça peut être une hypertrophie adéno-amygdalienne.
chez l'enfant. Chez l'adulte, ça peut avoir plusieurs causes. Nous avons ce que nous appelons les causes médicamenteuses, par exemple. Certains médicaments, surtout les somnifères, entraînent donc un relâchement des muscles du pharynx pendant le sommeil et cela peut entraîner donc le ronflement. Des boissons comme l'alcool, le tabac aussi, la fumée. À part cela, nous avons aussi des déformations, des malformations anatomiques. Ce que nous appelons la macroglossie, ça veut dire quoi? La grosse langue. Nous avons ce que nous appelons certaines malformations du faciès, c'est-à-dire de la boîte crânienne elle-même, peut entraîner effectivement ces ronflements. Au Mali, il n'y a pas de chiffres sur le ronflement et rares sont ceux qui consultent pour cette maladie. Mais on retiendra que tous les ronfleurs ne sont pas obèses. Une étude menée en France dit que 30% des ronfleurs de ce pays ont un poids normal. En tout cas, quand on ronfle toute la nuit, cela se ressent le jour. Parce que le ronflement se manifeste chez ce sujet comme le matin. On a une sensation de fatigue au réveil. Alors que normalement, le soir, après le sommeil, on doit se reposer. Ce patient, c'est une sensation de fatigue. Des endormissements au bureau qui peuvent même se traduire par des endormissements au volant. Donc, risque d'accident. C'est pourquoi, dans certains pays européens, le ronfleur chronique diagnostiqué est interdit de conduite dans le transport public. Le ronflement peut être sévère et aboutir à des arrêts respiratoires répétés de plus de 15 secondes pendant le sommeil. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'apnée du sommeil qui peut avoir des conséquences sur d'autres organes. D'abord, le cœur, qui le soir, au sommeil, normalement devrait se reposer, s'accélère. Donc la personne aura une tachycardie. Donc le cœur ne se mettra pas au repos le soir quand la personne est couchée. En dehors de cela, on a une élévation de la tension artérielle chez ces patients-là. Et le ronflement avec ces arrêts respiratoires qui suivent peuvent entraîner une baisse de l'oxygénation de l'organisme et plus particulièrement du cerveau de l'ordre de 30%. Cela se traduit par quoi? Par un risque accru de l'hypertension artérielle, de l'infarctus du myocarde et parfois même d'hémiplégie chez ces patients. Dans le couple lui-même, des fois, le ronflement est source de divorce parce que les deux conjoints n'arrivent pas à supporter ce bruit nocturne émis par l'un. Le ronfleur est vu comme un empêcheur de dormir. Quand le ronflement nécessite une prise en charge, on peut aller de la médication à l'utilisation d'appareils aidant dans la respiration en passant par l'intervention chirurgicale. Alors si vous pensez que vous dormez bien parce que vous ronflez, détrompez-vous, le ronflement vous empêche de respirer correctement pendant que vous dormez. Voilà, à retenir que si vous ronflez dès ce soir, vous pouvez prendre des mesures individuelles en arrêtant de dormir sur le dos. Dormir sur le dos peut contribuer à faire ronfler, à faire de vous un empêcheur de dormir. Et je vous rappelle ce communiqué avant de nous quitter, ce communiqué de l'Assemblée nationale conformément au décret numéro 2013-061 PRM du 25 janvier 2013 portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de l'Assemblée nationale porte donc à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière se tiendra le mardi 29 janvier 2013 à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur l'examen du projet de feuille de route pour la transition politique. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Détenez également l'émission Sur la ligne de front, c'est juste après ce journal, une présentation de Mohamed Touré et une réalisation de Balobo Maïga. Le RTM est en deuil. Notre collègue Amadou Ouattara nous a quittés cet après-midi des suites d'une longue maladie. Son enterrement est prévu demain à 16h. Par ma voix, tout le personnel de l'ERTM présente à sa famille et à ses proches leurs condoléances les plus attristées. Et ce journal est terminé. Merci de votre aimable fidélité à votre télévision nationale et restons de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire est pour très bientôt. Bonsoir et à demain.